chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi annonce davantage de contrôle sur le port du masque. Il écarte à nouveau un confinement au moment où la Tunisie fait face à un pic de contagion et une profonde crise économique. Dans les rues de Johannesburg, les Sud-Africains se félicitent de la défaite de Donald Trump et attendent du changement de la part de Joe Biden. La fondation Nelson Mandela espère aussi beaucoup de changements. En RDC, Denis Mukwege a demandé au président Félix Tshisekedi de s'engager personnellement dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre commis dans l'Est du pays depuis 25 ans. C'était dans le cadre des consultations initiées par le président. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi annonce davantage de contrôle sur le port du masque. Il écarte à nouveau un confinement au moment où la Tunisie fait face à la fois à un pic de contagion et une profonde crise économique. Reportage. La Tunisie a annoncé lundi davantage de contrôle sur le port du masque et des tests pour les touristes étrangers, écartant à nouveau un confinement au moment où le pays fait face à un pic de contagion et une grave crise économique. Appelant les Tunisiens au civisme, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a expliqué lors d'une conférence de presse que les mesures que nous sommes en train de prendre ont pour objectif de ne pas arriver à un confinement. On va passer à une étape plus sévère et intensifier les campagnes d'application de la loi dès demain, a-t-il déclaré aux côtés du ministre de l'Intérieur, rappelant l'obligation de port du masque et l'interdiction du rassemblement de plus de 4 personnes. Le ministère de la Santé a annoncé lundi soir que les tests PCR préalables au départ étaient désormais obligatoires pour toute personne souhaitant se rendre en Tunisie, alors que les touristes voyageant avec les tours opérateurs en étaient jusque-là dispensés. Les voyageurs devront télécharger une application afin d'assurer leur suivi. Après avoir circonscrit la pandémie au printemps grâce à des mesures strictes et précoces, la Tunisie fait face, depuis l'ouverture de ses frontières lors de la saison estivale, à une forte augmentation des cas menaçant de déborder un système de santé fragile. Le pays, qui avait enregistré 50 décès fin juin, en est actuellement à 1920 morts, selon le ministère de la Santé, qui constate plus de 20 décès par jour actuellement. Mais les mesures prises pour ralentir la contagion ont accentué la crise économique avec une flambée du chômage qui dépasse 18% et de lourdes pertes dans le secteur crucial du tourisme. L'élection américaine préoccupe au-delà du continent. Dans les rues de Johannesburg, en Afrique du Sud, des Sud-Africains se félicitent de la défaite de Donald Trump et attendent du changement de la part de Joe Biden. La fondation Nelson Mandela, à travers son président, espère également beaucoup de ce changement à la tête des États-Unis. On écoute ces quelques réactions recueillies à la suite donc de cette élection en Afrique du Sud. Donald Trump n'aime pas les pays africains. Et il n'aime pas les Afro-Américains. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est comme s'il cherchait à divertir toute la planète. Et il en a payé le prix. Je suis content. Le changement, c'est bien parfois. Alors voyons, peut-être qu'il obtiendra de meilleurs résultats que Donald Trump. S'il n'est plus là, je suis content. Je suis heureux. Ce n'est pas que je sois contre lui, mais je suis content qu'il ne soit plus là. Maintenant, on attend que quelqu'un apporte des changements positifs. J'espère et je croise les doigts pour que ce nouveau président fasse bouger les choses et nous sorte de cette situation embarrassante. Nous sommes particulièrement encouragés par la décision qui a été prise par le peuple américain, qui en a assez de ce que nous considérons comme un président qui divise, un président qui exprime la haine, un président qui n'encourage pas l'unité. Il est afrophobe. C'est quelqu'un sans qui nous pouvons être meilleurs. Le président Trump avait commencé à normaliser ce que nous devrions tous considérer comme anormal. Il est anormal de haïr, il est anormal que des dirigeants n'aient pas un comportement qui dit « je suis parce que vous êtes ». Ce que nous préconisons beaucoup ici en Afrique du Sud, l'esprit de l'Ubuntu. Ubuntu signifie que même ceux qui sont différents de vous, vous voulez toujours les embrasser.
En Centrafrique, l'ancien président François Bozizé, renversé par un coup d'État en 2013, a déposé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Seulement, son dossier a de faibles chances d'aboutir. Reportage. C'est avec une équipe restreinte de son parti que l'ex-président centrafricain est venu déposer son dossier de candidature pour la présidentielle qui doit se tenir le 27 décembre prochain. François Bozizé aura attendu le dernier moment pour se présenter à l'autorité nationale des élections. Mais son dossier risque d'être invalidé et pour cause, le code électoral exige que les candidats justifient d'une année de résidence dans le pays au moment du dépôt de leur candidature. Mais l'entourage de François Bozizé entretient le flou sur sa date exacte d'arrivée en Centrafrique. Accusé d'être proche des milices anti-Balaka, François Bozizé, issu d'une ethnie majoritaire, dispose toujours d'une large base électorale et pourrait être le principal adversaire du président Faustin-Archange Touadéra, élu en 2016 et qui brigue un second mandat. Parmi les 13 candidatures déjà déposées figure celle du chef de l'État sortant, Faustin-Archange Touadéra, et de son prédécesseur, Catherine Samba-Panza, présidente de transition entre 2014 et 2016. Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, tous deux anciens premiers ministres et poids lourds de la politique centrafricaine, ont également déposé leur dossier. Michel Diotodia, le président porté au pouvoir par la Séléka en 2013, est contraint à la démission quelques mois plus tard, à la suite de l'opération militaire française Sangaris, a annoncé ce dimanche qu'il ne sera pas candidat à l'élection. En République démocratique du Congo, Denis Mukwege a demandé au président Félix Tshisekedi de s'engager personnellement dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre commis dans l'est du pays depuis plus de 25 ans. C'était lors d'une visite à Kinshasa dans le cadre des consultations politiques initiées par le président. Reçu dans le cadre des consultations politiques lancées il y a une semaine par le président Félix Tshisekedi, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a demandé au chef de l'État de mettre fin à l'impunité des crimes de guerre commis dans l'est du pays depuis plus de 25 ans. Dans un communiqué, Denis Mukwege a prôné la rupture avec les pratiques de corruption et les hommes qui se sont compromis dans différents crimes par le passé. Il a de nouveau demandé l'application d'un rapport des Nations Unies de 2010 qui cartographie plus de 600 très graves violations des droits de l'homme commis dans l'Est de l'actuelle RDC entre 1993 et 2003. Les crimes ne peuvent pas rester impunis puisqu'en fait finalement les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays et donc ainsi insécurisent toute la République. Donc il faut une lutte contre l'impunité. La troisième chose qu'on a demandé au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en demandant au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre donc d'un tribunal pénal international pour le Congo. En ce qui concerne les tensions entre les partenaires au pouvoir, le FCC de Kabila dit être ouvert au dialogue avec le chef de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition. Le FCC ne peut cautionner de ce fait aucune démarche tendant à la recomposition de la majorité parlementaire en pleine magistrature sur fond de corruption des élus d'un partenaire, selon le communiqué du FCC. Les pourparlers interlibyens se poursuivent en Tunisie. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a jugé encourageant le processus en cours de règlement de la crise libyenne marqué par l'ouverture du forum politique interlibyen en Tunisie. Il a toutefois souligné qu'il fallait rester prudent. Des pourparlers au sein du Forum de dialogue politique se sont ouverts lundi matin en Tunisie sous l'égide de l'ONU pour discuter de la formation d'un gouvernement unifié et de l'organisation d'élections nationales après 9 ans de conflit. Le chef de la diplomatie française en visite au Maroc a salué la dynamique positive constatée tout en appelant à rester prudent.
Au cours d'un point de presse commun, son homologue marocain Nasser Bourita a pour sa part appelé à exploiter le momentum des différentes négociations en cours. Depuis le cessez-le-feu décidé en août, consolidé en octobre par un accord permanent avec effet immédiat, différentes réunions thématiques se sont tenues au Maroc, en Égypte et en Suisse pour sortir le pays de l'impasse. Les efforts déployés par le Maroc, qui sont importants, s'inscrivent dans le cadre de la relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies et y apportent une contribution significative. Il y a, je dois le dire, et nous l'avons constaté sur le dossier libyen, des signaux encourageants. On reste prudent, on va dire encourageant. Le cessez-le-feu qui se maintient, l'organisation du forum politique interlibyen qui va s'ouvrir à Tunis, et nous entendons avec le Maroc travailler au renforcement de cette dynamique positive. Et j'ai notamment souligné l'importance de mettre un terme aux ingérences étrangères en Libye. Et j'ai aussi souligné dans nos échanges, et je voudrais le faire devant vous, l'importance que le Maroc soit pleinement partie prenante. Pendant leur point de presse, Jean-Yves Le Drian et Nasser Bourita ont aussi exprimé leur convergence de vues sur la situation au Sahel et au Mali. Aux dernières nouvelles sur le continent, la CEDEAO a félicité brillamment la réélection de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et Alpha Condé en Guinée, suite donc aux dernières élections qui se sont déroulées dans 16 États membres de la communauté. Ce sera donc sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.